Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour Lucarne Américaine, on est lundi, il est 22 h, c'est le rendez-vous habituel, on a dérogé à la règle la semaine dernière, là on revient aux habitudes. Le lundi à 22 h, c'est le moment de faire le tour des Amériques, le tour du nord au sud, du Canada jusqu'à la Patagonie. Choisissez un chilienne ou argentine, celle que vous préférez ou celle qui va le plus au sud. Je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais bon, bref, voilà, on va passer une heure et demie, peut-être plus une heure et demie presque. Généralement, c'est plus aux alentours de l'heure et demie à faire justement le tour de ces Amériques-là. Et je le disais à l'instant, c'est en direct le lundi sur Kik et sur Twitch. Il y a l'occasion donc, si jamais vous êtes en train d'écouter cette émission en replay sur YouTube, parce que je mets le replay sur YouTube dès le lendemain, c'est quand je fais les choses bien, bah vous pouvez venir y participer comme ceux qui sont déjà dans le chat, que je vais saluer. Salut à Nostromo, Romano, Alarami, Red, Isa, Noé, tu piges et ma foi, 4 jours d'affilée avec un live, c'est de la folie, ça va se calmer, Alarami. Parce que ça fatigue. Non, non, je rigole, non, mais ça va se calmer parce que bah, forcément, on va avoir un peu de temps à souffler parce que c'est vrai qu'avec les playoffs MLS, avec la Libertadores, avec pas mal de choses, ouais, ça a enchaîné. Ça devrait, normalement, cette semaine, ça devrait être beaucoup plus calme parce qu'au niveau du calendrier, je ne suis pas convaincu, je ne crois pas qu'on ait des matchs à faire particulièrement en milieu de semaine. Donc là, on va repartir sur un rythme un petit peu plus longtemps. J'arrive plus à suivre les replays, nous dit ma foi. Ah les gars, va falloir suivre le rythme, hein. On est monté en intensité, hein. On est dans le money time, on monte en intensité. Salut à Pierre aussi qui vient d'arriver dans le chat. Donc là, voilà, on va se poser. Vous allez voir, on a pas mal de choses à dire, on a pas mal de choses à dire, tout simplement. L'émission organisée en 3 parties, vous en avez l'habitude. La première partie, on va faire un focus sur 2-3 news, 3 news pour être plus précis. Parfois c'est 2, parfois c'est 3, mais là ça va être 3. 3 news qui sont d'un petit peu partout sur le continent. Ensuite, on passera à un dossier, et un dossier qui a pris naissance lors d'un live MLS samedi soir. Voilà, pour tout vous dire. On en reparlera tout à l'heure. On va saluer Rodolphe, parle de live MLS. Rodolphe était là aussi sur les live MLS. Bonsoir à toi qui vient d'arriver dans le chat. Deuxième partie, un dossier donc, je le disais, qui est né pendant un live, et on va s'intéresser, on va être dans l'actu chaude, on va faire péter l'algorithme de YouTube, comme dirait l'autre. On va parler des élections américaines, mais on va surtout essayer de voir du côté de la MLS et du côté du football aux États-Unis, et on va rester vraiment bloqué sur la partie MLS. On n'ira pas en USL, etc., etc. On va aller sur la MLS et voir si elle a une influence, si elle joue un rôle, s'il y a une politisation des tribunes en MLS. Vous allez voir qu'il y a des choses plutôt intéressantes. J'ai un tout petit peu creusé la chose et il y a pas mal de choses à dire. Forcément, ça sera le dossier. Troisième partie, elle est réservée à ceux qui regardent sur YouTube, pas ceux qui écoutent, entre guillemets, les podcasts uniquement en audio, parce que c'est les Golasso Hello, et donc forcément, ça requiert que vous voyez les buts pour pouvoir juger. Mouillez-vous un petit peu la nuque cette semaine, il y a du sympa. Voilà le programme. On espère que les news seront plus joyeuses et rigolotes. Écoute, Nostromo, oui, clairement. Et tu sais quoi? Comme tout le monde est installé, je vois même que Rudy vient d'arriver dans le chat. Bah, vous savez quoi? On va démarrer justement tout de suite avec les news de la semaine. Et les news, promis, elles sont joyeuses. Pas de drame, pas de mort, pas de violence cette semaine. On va essayer de se faire un petit peu plaisir. Il y a de quoi, parce qu'il y a pas mal de choses. Et on va commencer notre périple américain. On va le commencer au Pérou. Puisque c'était ce week-end, la Liga 1, la Liga Uno 2024 a trouvé sa conclusion, a livré son verdict et a décerné son titre de champion à Universitario, que vous voyez ici en photo. Je vais vous montrer aussi sur une vidéo la remise du trophée. Voilà, Universitario qui a célébré donc ce titre, un titre qui se jouait à distance avec le rival de toujours, l'Alianza Lima. Bravo à l'Alianza pour le choc, nous dit Al-Rami, c'est exactement ça. Je suis assez d'accord, Rodolphe, le trophée de la Liga Uno péruvienne est probablement l'un des plus beaux. Vraiment, il est absolument magnifique, et en gros plan, il y a des détails, on les voit pas sur les images, mais il y a des détails absolument magnifique. Bref, parenthèse fermée.
Et effectivement, Al-Rami parle de choc parce que avant la dernière journée de cette phase, de ce tournoi de clôture de Clausura, je rappelle juste quand même qu'il y a deux phases dans le championnat péruvien, un tournoi d'ouverture, un tournoi de clôture, Apertura et Clausura en espagnol. Ça correspond au match aller et au match retour, donc il y a un championnat des matchs aller et un championnat des matchs retour, un vainqueur pour chaque tournoi, et généralement, à l'issue de ces deux tournois-là, on a 4 équipes qui vont être concernées par ce qu'ils appellent des playoffs. Les deux vainqueurs, quand il y en a deux, hein, les deux vainqueurs, le vainqueur de chaque tournoi et les deux premières équipes de la table annuelle. Alors souvent, il y a un petit peu de chevauchement, et là, il y a eu un tel chevauchement que Universitario avait gagné l'Apertura déjà avec égalité de points avec le Sporting Cristal, donc sur le fil, et là, on était à la dernière journée du Clausura, et donc, il y avait égalité de points avant cette journée entre Universitario et l'Alianza Lima. L'Alianza Lima recevait Cusco à domicile, pendant qu'Universitario se déplaçait pour aller jouer Los Chancas. Universitario a fait match nul, et l'Alianza Lima a trouvé un formidable moyen de se rater totalement chez elle, en prenant 2 buts en 2 minutes à l'entrée des 10 dernières minutes. Donc, et les hommes, les coéquipiers de Paolo Guerrero, qui va retrouver la sélection péruvienne quand même, notez-le. Il a été appelé dans la liste pour les prochains éliminatoires. C'est donc complètement raté. L'Alianza Lima a perdu et le point suffit donc à Universitario pour être sacré champion. C'est aussi, vous l'avez vu, c'était écrit le bicampeonato, c'est-à-dire qu'ils ont juste conservé leur titre, puisqu'ils avaient été champions l'année dernière. Alors, peut-être que vous ne vous en rappelez pas, mais du coup, je vais vous montrer. L'année dernière, c'était déjà un duel entre Universitario et l'Alianza Lima, et cette fois-ci, ça s'était joué en finale du championnat, et c'est la fameuse victoire d'Universitario à Matut, et donc le titre décroché dans le stade Alejandro Villanueva de l'Alianza Lima, et c'est cette fameuse scène absolument magnifique que je ne peux m'empêcher de vous montrer, ce coup de sifflet final, et d'un coup, il n'y a plus de lumière parce qu'ils avaient, du côté de l'Alianza Lima, juste éteint les lumières pour qu'on ne voit pas les joueurs d'Universitario célébrer leur titre dans le stade de l'Alianza. Voilà, c'est les images que vous aviez en direct à ce moment-là. Je vous ai dit qu'on allait se marrer ce soir, hein, donc on est dans des trucs beaucoup plus rigolos. Et donc, il ne fallait pas voir les joueurs de la OU célébrer à Matut. Et donc, c'était ça l'année dernière. C'était absolument magnifique. Et il y a des interviews lunaires hein, où ils sont avec juste des lampes pour essayer de voir les joueurs. Tout est éteint. Les mecs ont éteint le stade et tout le monde s'est barré dans le noir. C'était juste absolument magnifique. Je vois que ça vous amuse dans le chat. Mais voilà, c'est exactement ça. Donc, voilà, on l'aura pas cette année parce qu'Universitario a donc gagné l'Apertura, le Clausura, la table annuelle. Et de toute façon, comme ils ont gagné les deux tournois, eh bien forcément, ils étaient en tête. Et donc, ils sont décrétés champions. C'est le 28e titre des Cremas, surnom d'Universitario, qui prend un petit peu plus ses distances avec l'Alianza Lima en tête du nombre de titres au pays. C'est 28 pour Universitario. On est à 25 pour l'Alianza Lima. Et c'est surtout un titre conservé qui tombe une année très particulière pour la OU, puisque ce sont les 100 ans, puisque l'Universitario a été créé par des étudiants de l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Petite parenthèse, c'est l'université la plus vieille de toutes les Amériques, nord et sud compris, du nord au sud, a été créée donc le 7 août 1924. C'est le centenaire. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la OU parce qu'on n'a pas forcément la soirée pour cela. Il y a un article que je mettrai en description et qui est présent sur Hello, l'histoire d'un nom consacré à Universitario. Il y a aussi un article sur l'importance des universités dans le développement du football au Pérou qui a été publié et qui était écrit par Romain dans le numéro 12, dans le Hello Mag 12. Donc voilà, donc c'est une année particulière. Universitario a donc conservé son titre, célèbre de la meilleure des manières son centenaire en gagnant les deux tournois, donc en dominant la saison péruvienne. Et puisqu'on en est sur le verdict, et comme ça vous allez mesurer aussi l'importance, la violence de l'échec pour l'Alianza Lima, je le disais, Universitario en étant champion va en phase de groupe de la Libertadores, enfin je ne le disais pas, mais Universitario en étant champion va en phase de groupe de la Libertadores, et sera accompagné dans cette phase de groupe de la Libertadores par le deuxième de la table annuelle, qui est donc le Sporting Cristal. Jusqu'ici, tout va bien.
Sauf que l'Alianza Lima, en se ratant chez elle lors de la dernière journée, se retrouve 4e de la table annuelle et va donc devoir va aller en Libertadores, mais va entrer dès le premier tour. Donc va devoir faire plusieurs matchs de barrage avant d'espérer atteindre la phase de groupe. On sait à quel point c'est important financièrement, et en particulier pour les clubs péruviens, notamment pour aller de faire des phases de groupe de Libertadores, même si, comme le dirait dans le chat, l'Alianza ne gagne jamais en Libertadores, mais c'est un point important d'aller en Libertadores et d'aller en phase de groupe. Donc il va y avoir un marathon pour l'Alianza Lima, ça pourrait avoir des conséquences économiques. Le troisième, exactement, c'est Melgar. Donc Melgar entrera au tour numéro 2, au deuxième tour préliminaire de la Libertadores. Et histoire d'être complet, Cusco, puisque c'est Cusco, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est le Cusco FC dont on a un petit peu parlé sur Hello il y a une dizaine de jours et dont on va reparler bientôt sur Hello dans le dossier Pérou qu'on est en train de faire. Justement, on est à Cusco. Cusco, en s'imposant, valide sa place en Sudamericana. Il sera accompagné par un autre club de la ville, Cienciano, l'Atlético Gro et l'AD Ternat. Ces 4 équipes seront donc en Sudamericana. Histoire d'être complet, donc il y a un monde où l'Alianza Lima pourrait ne pas disputer de compétition continentale, tout à fait, en sautant dès le premier tour de la Libertadores. Oui, il y a donc un monde où ça peut être un drame. Donc ça mesure un petit peu quand même comment dirais-je, ça mesure quand même le niveau de l'échec. Ils se sont fait bouger, hein, les joueurs de l'Alianza Lima, à la fin du match, par leurs supporters qui étaient très en colère. Je vous invite à regarder les buts, surtout le deuxième but qui est un contre, joué à 2 contre... Enfin voilà, c'est un jeu 2 contre 2, c'est un contre magnifique. Mais bon, bref. Histoire d'être complet, 3 équipes sont reléguées. Carlos Manucci, Unión Comercio, qui alors nous a fait un superbe chelem pour terminer la saison. Les 2 dernières journées, ils en ont pris 12 contre le Sporting Cristal et ils en ont pris 7, je ne sais plus contre qui, lors de la dernière journée. Donc voilà. Cusco, 29 tirs contre 5 tirs, score final 1-2. Exactement, c'est exactement ça. Exactement. Donc voilà, mais je te disais, Boca Palmeiras, l'Universidad San Marcos, c'est la plus vieille de toutes les Américains, même jusqu'aux États-Unis. Bref, histoire d'être complet de chez complet, je le disais, 3 relégués, Carlos Manucci, Unión Comercio et l'Universidad César Vallejo. Ça vous parle peut-être un petit peu. Ils jouaient la Sudamericana cette année. Ils sont relégués en 2e division. Il y a quelques années, ils étaient entraînés par un certain Sébastien Abreu. Donc voilà. Et on termine par une petite stat assez folle qui va ravir tous les amoureux du football argentin qui reconnaissent forcément cet homme, Martín Cauteruccio, qui nous a fait quelque chose d'absolument incroyable, puisqu'il boucle la saison en championnat avec 35 buts en 28 matchs joués. 35 buts, il a mis presque 2 fois plus de buts que l'homme qui le suit au classement des buteurs sur la saison, Carlos Garcés, qui voilà, qui en a mis donc presque moitié moins, il en a mis 18, Carlos Garcés. Et sachez que Cauteruccio a marqué 39 buts en 31 matchs, toutes compétitions confondues cette année. Il a 37 ans. On sait que les buteurs argentins aime beaucoup le Pérou. On se souvient d'Emmanuel Herrera, par exemple, qui avait bien cartonné là-bas aussi. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, un garçon qui, à 37 ans, eh bien, se fait bien plaisir. Voilà, 39 buts sur l'année, il devrait être pas mal. Je pense que, j'ai pas été voir, mais je pense qu'on devrait avoir quelques comparatifs avec des joueurs européens. Le nouveau Germán Cano, voilà, à peu près. À peu près. On salue Paul Bismuth, on vient de terminer notre petit tour au Pérou, tout simplement. On a fait un petit point sur ce championnat. Je remercie Dr Mister pour le follow et on va passer à la deuxième news de la semaine. Pareil, j'ai dit, cette semaine, on fait des choses à peu près plutôt joyeuses. Pas de drame, pas de tragédie. C'est vrai que c'était un peu lourd en niveau ambiance la semaine dernière. Non, on parle pas d'Aldo Civi, Boca Palmeiras, mais il y a une surprise avec Aldo Civi. J'en dis pas plus. On évoquait à l'instant les compétitions continentales. Je l'évoquais notamment avec l'Universidad César Vallejo qui se retrouvent en Liga 2 la même année alors qu'ils ont joué la Sudamericana. On va parler justement de Sudamericana parce que j'ai pas eu le temps d'écrire là-dessus sur Hello. Donc on va parler de cette fameuse finale
Enfin, une finale qui ne sera pas 100% brésilienne. De toute façon, il faut souvent compter sur la Sudamericana pour ça, puisque l'affiche de la finale qui aura lieu à Asunción le 23 novembre prochain opposera Racing des Argentins, donc de Juan Fernando Quintero, à Cruzeiro, le Cruzeiro de Fernando Diniz, qui a gagné la Libertadores l'année dernière avant de se faire virer et de rebondir à Cruzeiro. Elle n'est pas à 100%. Elle n'est pas à 100% brésilienne. Elle est argentino-brésilienne. Racing va gagner, Gago n'est plus l'entraîneur. Et justement, c'est assez amusant parce que on peut évoquer, on va l'évoquer cette finale, la dernière finale de Racing, la dernière finale continentale de la Academia, c'était il y a 32 ans, c'était la Supercopa Libertadores. Alors ça vous parle peut-être pas, parce que c'est une compétition qui a disparu en 97. La Supercopa Libertadores, c'était une compétition continentale qui n'était réservée que aux vainqueurs de la Libertadores. Voilà, donc au moins c'était réglé. Et donc la dernière finale de Racing, c'était en 1992, Supercopa Libertadores, et l'adversaire c'était Cruzeiro. Cruzeiro avait gagné 4-0 à l'aller, 1-0 pour la victoire de Racing au retour qui n'était pas suffisante donc pour remonter ce retard. Et le détail important, le détail amusant, le clin d'œil amusant, c'est que l'actuel entraîneur de Racing, Gustavo Costas, était capitaine de Racing en 1992 quand il avait perdu cette finale. Voilà, bref, je le disais, 23 novembre prochain, 2 finales de suite pour Diniz, c'est pas mal, exactement. Exactement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Pourquoi parler de cette finale aussi? Bon, on va pas revenir sur les matchs, surtout que je voulais surtout pas mettre d'image, parce que vous savez à quel point la CONMEBOL est un petit peu tatillonne, notamment quand on partage des images. Bref, on reste sur des photos. Mais c'est aussi l'occasion, et c'est un petit peu le côté un petit peu sympa et un petit peu fou, c'est l'occasion de parler de cette photo qui a beaucoup tourné sur les réseaux, qui a même été partagée sur notre Discord. Cette photo que l'on a vue notamment au Brésil, ils en ont beaucoup parlé au Brésil, donc elle est devenue, comme on dit de nos jours, elle est devenue virale, tout simplement. Tu l'as pas vue? Bah la voici, donc Rodolphe, cette photo, c'est Marianella Cani, c'est une jeune supportrice de Racing qui a 21 ans, et donc elle est devenue absolument virale parce qu'on la voit en larmes, accrochée dans les barbelés, les jambes ensanglantées, enfin voilà, donc c'est pas du tout une IA, la photo a été prise par un journaliste, par un photographe brésilien même, je n'ai pas noté son nom, et ce photographe, a été interrogé par Globo, ainsi que Marianella Cani, Marie, hein, pour les intimes, comme on dirait, et elle a été interrogée par la Globo, et elle a livré des phrases voilà, que seuls les Argentins sont capables de vous sortir, parce qu'elle explique qu'elle a pleuré avant le match, pendant le match, après le match, elle a pleuré tout le temps. Elle explique que c'était pour elle le plus grand rendez-vous de son histoire. Elle n'avait jamais vu de match de cette importance-là pour Racing. Hein. Elle n'a que 21 ans. Elle n'a que 21 ans. Et elle sort cette phrase absolument incroyable quand on lui explique. Voilà, elle dit tout ce que je voulais, c'était être un oiseau pour pouvoir voler et voir tout ce qui se passait sur le terrain. Voilà. Tout simplement, les Argentins sont capables de ça. Hein. Vous discutez avec eux, ils vont vous sortir 27 phrases d'insultes et au milieu, une phrase d'une poésie incroyable. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc voilà, bref, elle explique, donc je le disais, avoir vécu le meilleur moment de sa vie, ne même pas avoir senti qu'elle s'était blessée, hein. Voilà, et donc voilà, je vous disais, elle a pleuré absolument tout du long, c'est donc une belle histoire en forme de clin d'œil, c'est aussi l'occasion d'avoir le sourire, je vous disais qu'elle avait été interrogée par la Globo, je vous montre quand même l'article hein, de la Globo, et dedans il y a l'interview du photographe qui a pris cette photo-là, qui a hésité avant de prendre la photo, dit-il, mais qui a fini, bah voilà, il s'est dit c'est quand même assez extraordinaire. Et donc, on va en profiter parce qu'il a été question cette semaine, il en a été beaucoup question du recibimiento de River, qui était absolument magnifique, face à l'Atlético Mineiro. On va aussi, nous, se faire plaisir avec un autre recibimiento qui a été un petit peu moins vu, un petit peu moins viral. Et pourtant, c'est celui de Racing face aux Corinthians, puisque ça avait été dit... ça a été dit par Boca Palmeiras. Racing a écrasé, enfin a battu, a sorti le Corinthians, notamment avec un doublé de Juan Fernando Quintero. C'est la preuve que le football peut véhiculer de belles émotions, nous dit Nostromo. Exactement. Et si tu veux des émotions, vous savez quoi? On va juste faire une petite pause et je vais vous montrer à quoi ressemblait le recibimiento de ce match.
on s'est fait un petit peu plaisir sur, sur ce Recibimiento. Il y a effectivement beaucoup d'instances qui sont en PLS. Voilà, je rappelle quand même, hein, mine de rien, que normalement les objets pyrotechniques sont interdits aussi par la CONMEBOL. Voilà. Mais bon, rouge, jaune et vert, les couleurs de Racing, c'est bien connu. Effectivement, tout à fait. Il y a pas mal de syncopes qui ont été faites, il y a pas mal de... Voilà, mais bon, c'est aussi ça qu'on aime. C'est aussi ça qu'on aime. Tout simplement, c'est la bataille de Poudlard, nous dit Rami. Mais bon, voilà, c'est aussi l'occasion, c'était l'occasion de se faire plaisir. Il y a aussi des images aériennes et des photos aériennes du Cilindro. Et j'en profite pour toujours, parce que je le dis toujours, allez, si vous allez un jour en Argentine, il faut passer par le Cilindro. Ce stade est absolument incroyable dans son architecture et dans même le quartier est génial. Donc allez-y. Voilà, il n'y a aucun de blessé à ce que je sache. Il y a eu quelques brûlés graves à River. Bah, il y en a peut-être aussi hein, du côté de Racing, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. En France, c'est 2 ans de fermeture de stade et le club va jouer ailleurs et 30 points moins. Ouais, c'est un peu ça. Voilà. Bah, après, c'est très sud-américain, mais voilà, c'est aussi pour cela qu'on pouvait se faire plaisir avec ces images-là. Je le rappelle donc, la finale, elle sera à Asunción, cette finale 2024, le 23 novembre, entre Racing et Cruzeiro. Le plus grand regret de mon voyage en Âme Sud l'an dernier, de ne pas être passé par Buenos Aires pour voir un match. Ouais, c'est vrai, bah, ça t'obligera à y retourner. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. D'où vient ce chant? J'ai un trou de mémoire. Je le savais et j'ai un blanc. Peut-être que Boca Palmeiras le sait, il est entonné dans absolument tous les stades. C'est une bonne question, Isanoé, mais c'est vrai que j'ai plus le titre du truc original. Petite question tirée du chapeau, est-ce qu'un entraîneur a déjà réussi le doublé Sudamericana Libertadores? Oui, il entraîne River Plate. Mais il faut pas trop le dire trop fort parce qu'il y a Pierre Gerbeau dans le coin, le dernier à l'avoir fait. Je pense que c'est le dernier à l'avoir fait, puisque 2014 et 2015. Donc voilà. Je chercherai Isanoé parce que je l'avais noté, je crois, à un moment. Je crois que j'en avais déjà parlé de ce chant, ou j'ai dû le noter quelque part. Bref, fin de la deuxième news. On était sur cette finale donc de Sudamericana 2024, 23 novembre. Je rappelle que la finale de Libertadores, ça sera la semaine suivante, si j'ai bonne mémoire, donc le 30 novembre, et ça sera une finale de Coupe du Brésil entre Botafogo et l'Atlético Mineiro, une finale de Coupe du Brésil délocalisée au Monumental à Buenos Aires. Il avait été question un temps, il y a eu des rumeurs de délocaliser la finale, ça ne sera pas le cas, elle est bien, de toute façon elle était forcément à Buenos Aires puisqu'ils ont mis en vente les places, et forcément au Monumental puisqu'ils ont mis en vente les places. Bref, dernière news, on va terminer par le Mexique, on continue de remonter vers le nord. On était remarqué Pérou, Paraguay, on est à peu près sur la même, sur la même ligne. On va remonter vers le Mexique avec une nouvelle rumeur qui est arrivée et qui a été réalimentée aussi ce jour, avec une nouvelle possible modification de la Liguilla. La Liguilla au Mexique, ce sont les playoffs. Les playoffs. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu parce qu'il y a des modifications qui sont annoncées, qui pourrait arriver, on va voir, et surtout parce que tout simplement au Mexique, on est en train de continuer véritablement à s'inspirer de ce qui se passe plus au nord. Alors, vous le savez peut-être ou pas, en 2020, le championnat s'est refermé après la Covid. L'idée à l'origine était d'assurer la stabilité financière des clubs de Liga MX. Donc, il nous avait dit pour 5 ans, à l'époque, il nous avait dit que c'était valable pour 5 ans et que donc pendant 5 ans, la Liga MX serait une ligue fermée. Comme ça, les clubs ont le temps de repartir parce qu'ils ont souffert des conséquences économiques liées à la pandémie. Et on a appris récemment que finalement, cette histoire-là, ça vaudrait jusqu'à 2026-2027. Mais l'été dernier est arrivée une rumeur. Vous voyez cet article qui est de AS, qui date de juillet dernier. Est arrivée une rumeur quant à la possibilité que cette notion de ligue fermée devienne finalement la norme. L'idée, en fait, ça serait que, et plusieurs dirigeants de la Liga MX qui étaient présents lors d'un congrès qui s'appelait le Summit Sport Mexico, ont expliqué que l'incertitude financière était toujours très présente quand même pour certaines équipes de Liga, et en particulier pour les équipes de la deuxième division qui s'appelle maintenant la Liga de Expansión.
Bon, vous comprenez que c'est assez rigolo d'appeler une deuxième division Liga de Expansión quand tu n'as absolument aucune possibilité d'aller voir plus haut. Mais bon, bref. Et donc, en gros, l'idée que la notion de promotion-relégation ne se ferait plus, pourrait être définitivement supprimée. Mais vraiment définitivement. Et l'idée, bah devinez quelle est l'idée? De faire comme est la MLS, c'est-à-dire de faire une élite qui, à terme, se terminera à 28 équipes, avec une première étape qui serait un passage de 18, ils sont actuellement 18 au Mexique, à 20 équipes. Et ce passage-là se ferait après le Mondial 2026. Les deux premiers candidats à venir garnir, à venir ajouter leur nom à cette future Liga MX fermée, sont Atlante, seraient, je vais garder le serait Atlante et les Leones Negros. Morelia pleure à chaudes larmes, exactement. Atlético San Luis remercie la Liga MX, Mazatlan aussi, et même peut-être l'Atlas, parce que je crois que si on était en mode ligue fermée, l'Atlas serait pas bien. Ligue ouverte, l'Atlas serait pas bien. Bref, l'idée c'est de faire ça, et on entrerait dans un monde clairement de franchise, et d'ailleurs c'est le terme qui a été employé par certains dirigeants, et notamment cet homme-là, Jesus Martinez, qui est le propriétaire du Grupo Pachuca. Alors, on nous annonce que ça serait aussi la fin des multipropriétés, avec l'arrivée des nouvelles franchises, à voir. Mais bon, voilà. On est donc véritablement dans un processus de, alors je vais créer un néologisme, dans un processus de MLSisation de la Liga MX. On le sait que les dirigeants de la Liga MX n'ont Dieu que pour ce qui se passe au nord, parce qu'ils voient les maletas, parce qu'ils voient aussi que la MLS progresse, je ne parle pas en termes de football, je parle en termes de puissance financière, avec des clubs qui sont de plus en plus capables de dépenser de plus en plus d'argent, au point qu'ils ont, et on en avait parlé il y a quelque temps, capables maintenant de proposer les mêmes salaires qu'en Liga MX. Donc, ils voient que ça fonctionne. Bon, voilà. Il y a effectivement dans ce projet de créer jusqu'à 28 franchises, d'aller aussi bouger peut-être ou implanter des franchises sur certains territoires. Il a été question notamment de Veracruz. On se rappelle des Tiburones Rojos de Veracruz. Je vous invite, il y a des articles sur Lucarno posés là-dessus pour voir comment ce club était géré. Mais bon, voilà, on est donc dans ce processus de MLSisation qui avance. Et donc en août dernier, parce que suite à tout cela, on continue, l'Orniès qui se fait au nord. En août dernier, alors que les clubs mexicains perdaient en Leagues Cup, il y avait eu l'idée d'implanter ce système qui a cours en Leagues Cup. La Leagues Cup, pour ceux qui ne savent pas, c'est la compétition estivale entre les clubs de MLS et les clubs de Liga MX. Il y a une phase de groupe dans laquelle, à l'issue du temps réglementaire, les équipes se départagent par une séance de tir au but. Et donc, en août dernier, il s'était dit que pour mettre un petit peu plus de spectacle dans leur Liga MX, ils feraient bien pareil. Alors l'idée a évolué un petit peu depuis, et aujourd'hui l'idée serait différente. C'est ce que nous raconte Record, et c'est de ce lundi, ça a été publié ce lundi. Ils envisageraient d'implanter cette règle pour la Liguilla. La Liguilla, ce sont donc les playoffs. Alors, pour expliquer, je rappelle brièvement comment ça fonctionne. En Liga MX, vous avez 2 tournois, Apertura et Clausura. Vous avez 18 équipes, vous avez 17 matchs. À l'issue des 17 matchs, vous avez une phase de Liguilla. Les 6 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes classées de 7 à 10 jouent une espèce de barrage pour aller justement rejoindre les quarts de finale. Il n'y aura que 2 qualifiés. Je l'avais expliqué, mais il y a un match entre le 7e et le 8e. Le vainqueur va en quart de finale. Il y a un match entre le 9e et le 10e. Et le vainqueur de ce match entre le 9e et le 10e affronte le perdant du match 7-8. J'espère que vous avez suivi. C'est compliqué, c'est le Mexique, on a l'habitude. Bref, tout ça pour dire qu'ils se disent qu'ils mettraient bien en place en Liguilla ce fameux système qu'on a en ce moment au premier tour des playoffs de la MLS, ce BO3, ce meilleur des 3 matchs, et donc avec des matchs nuls, et donc avec à la fin des tirs au but pour départager. Je rappelle qu'aujourd'hui, ça se joue en aller-retour, qu'il n'y a pas de règle de but à l'extérieur, mais que si les 2 équipes sont à égalité à l'issue
du temps réglementaire, enfin à l'issue des 2 matchs, pardon, égalité parfaite à l'issue des 2 matchs, eh bien, c'est le mieux classé à l'issue de la phase régulière qui passe. Voilà. Bref. On va voir ce que ça va donner. On voit que ça continue de lorgner vers le nord. On sait qu'il y a certains dirigeants d'Apple TV qui tournent un petit peu dans le coin. On sait que la Liga MX aimerait beaucoup, beaucoup que Apple TV les englobe dans leur offre ou crée un Liga MX Season Pass à l'image du MLS Season Pass ou intègre les deux. J'ai vu passer le message dans le chat sur la potentielle fusion des 2 ligues. À terme, voilà, c'est ça. À terme, fusion avec la MLS, c'est un vieux serpent de mer. Et Don Garber, le président, le commissioner, on va le dire bien comme il faut, de la MLS, dont on reparlera tout à l'heure, a déjà mis son veto là-dessus en expliquant que ce n'était juste pas possible. Ils sont peut-être jaloux de la MLS qui a réussi à attirer Messi et Suarez. Ils se disent pourquoi pas nous. En fait, ils voient que au nord, il y a un système qui a été mis en place et avec des franchises stables, avec des franchises et des investisseurs, ils arrivent à attirer des investisseurs et il y a un développement économique qui est tel qu'aujourd'hui, les clubs de MLS ont le même pouvoir économique que les clubs de Liga MX. Alors ça a des conséquences, il y a des contres, hein, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont contre. Déjà depuis l'introduction de ce fameux système de ligue fermée, j'ai encore eu en souvenir une interview assez récente de Jorge Campos qui massacre les dirigeants de la Liga MX en expliquant qu'ils sont en train de tuer le football mexicain parce que voilà, rien ne va bien. Mais bon, en Liga d'Expansion, il y a plein de clubs super récents, ils vont vouloir piocher là-bas. On va voir comment ils vont trouver 28 franchises. On va voir dans quel voilà. On va voir déjà si ça va véritablement se faire. Et on va voir donc si, en continuant à se transformer en MLS, ils vont transformer leur playoff en playoff MLS. On rappelle qu'en MLS, le BO3, c'est uniquement au premier tour. Enfin, les Dorados vont monter. Peut-être. Quoique, tu as vu, il y a des petits soucis de sécurité du côté de Sinaloa. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. On va juste en profiter quand même pour faire un petit point sur le championnat mexicain. Alors, j'ai complètement oublié de mettre un classement, mais c'est pas grave, on va faire 100. On va rappeler que on a joué 15 journées du championnat, donc 15 sur les 17 de la phase régulière, qu'à l'heure actuelle, il y a 3 équipes qui sont déjà assurées d'une présence en quart de finale de la Liguilla. Ces équipes, c'est celle qui est en photo, c'est Cruz Azul qui est en train d'écraser totalement le tournoi. En 15 matchs, Cruz Azul en a gagné 13, a fait un nul et une seule victoire. Pour vous donner une idée, ils sont à 1 point du record absolu de points sur un tournoi court qui appartient à Léon. Sur un format à 10, il appartient à Léon sur un format à 17 journées, sur un format avec 19 journées, parce qu'il y a eu une époque où on jouait 19 journées, où il y avait 20 équipes en Liga MX. Le record de points, c'est 43. Actuellement, Cruz Azul en a 40. Donc, il reste 2 matchs. Voilà, pour vous donner une idée, ils sont à 1 point donc, de ce record de Léon sur les tournois courts. Ils ont égalé déjà le record de victoires sur un tournoi, ils en ont gagné 13, et ils en sont à 24 victoires sur l'année civile, sachant que le record absolu du club date de 1972 et c'est 26. Il reste 2 matchs de championnat, et il reste ensuite la Liguilla à jouer. Bref, donc Cruz Azul est qualifié et Super Leader écrase tout. Toluca est qualifié aussi pour les quarts de finale, ils s'accrochent, ils sont à 8 points de Cruz Azul. Et le dernier qualifié, ce sont les Tigres d'André-Pierre Gignac qui sont actuellement 3e. Derrière, on a les Rayados, l'Atlético de San Luis, avec un Français particulièrement qui brille, Sébastien Salès-Lamonge, qui est en train de faire un joli tournoi du côté du Mexique. On a les Pumas, Tijuana et l'América qui sont au minimum assurés de jouer le barrage, les play-ins, ces fameux barrages entre des équipes 7e à 10e. Derrière encore, Chivas est quasiment en play-in au minimum. Et l'Atlas vient de s'installer dans le top 10 en n'ayant que 3 points d'avance sur Léon. Voilà. Pachuca a enfin gagné. Exactement. Voilà. C'est l'occasion de faire un petit point. Attention à surveiller ce qui se passe du côté du Mexique, à voir comment ils vont nous transformer ça. À voir comment ils vont nous transformer ce championnat sur les prochaines années, à voir si ce projet de MLS mexicaine va véritablement s'installer. On peut le redouter, vraiment, parce que, on le sait, il lorgne vraiment de plus en plus, année après année, tournoi après tournoi, de plus en plus vers ce qu'il se passe au nord. Et voilà, c'est là-dessus que l'on va terminer donc ce dossier. Vous voyez, cette semaine, les news, elles étaient quand même plutôt calmes, plutôt sympas.
je sais pas si on peut dire que c'est inquiétant au Mexique, mais bon, voilà, il y a une «révolution» entre guillemets qui est peut-être en place. On verra ce que ça peut donner. Ils ont juste oublié que, ils veulent s'inspirer du modèle MLS, ils ont juste oublié de regarder ce qui se passe aux étages inférieurs et chez les jeunes. Et c'est aussi ce que Jorge Campos, par exemple, pointait du doigt il y a quelques années avec la formation des jeunes talents et la possibilité de donner du temps de jeu aux jeunes talents. Bref, on verra où ça va. On en reste là pour les news. Et puis, sans attendre, vous savez quoi, on va passer au dossier, un dossier qui, vous allez voir, va aller encore plus au nord. On n'a fait que remonter ce soir. On va aller du côté de la MLS. Et puis voilà, il manquait juste la jolie histoire du ramasseur de balles de Racing et la victoire d'Aldo Civi, c'était presque parfait. C'est vrai que j'ai pas parlé du ramasseur de balles et je t'ai dit qu'Aldo Civi, tu aurais une surprise. Reste jusqu'au bout, tu auras une surprise. Allez, on passe au dossier. Et donc, le dossier de la semaine, je le disais, direction les États-Unis. Alors, vous le savez tous, dans la nuit de mardi à mercredi, si je ne me trompe pas dans les dates, parce que ça arrive, et on saura qui de Donald Trump ou de Kamala Harris sera le ou la 47e présidente du pays. Alors, on va pas entrer en mode les sondages, on va pas chercher à savoir qui est en tête, parce que bon, on est... et on va pas donner non plus, on va pas chercher non plus à donner un quelconque avis sur ces élections. Un, parce qu'on n'est pas une chaîne de politique, et deux, parce que voilà, encore moins s'intéresser aux élections américaines stricto sensu. Hello BFM TV, ouais, c'est exactement ça. On n'est pas ça, on n'est pas une chaîne d'opinion politique non plus. Donc voilà, on va rester nous sur sur une autre question. On va rebondir justement sur une question qui a été abordée sur le chat lors des lives. D'ailleurs, je vous invite. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'habitués des lives là, mais si vous nous écoutez, n'hésitez pas. Les lives, c'est plus tard, c'est vrai, généralement. C'est rarement avant minuit, mais voilà. Et donc, c'est l'occasion, exactement comme le dit Boca Palmeiras dans le chat, de remercier Wade54, qui est l'instigateur de tout cela, et qui était parti sur une question un petit peu... En plus, il n'est pas là, c'est vrai, mais il écoutera, je sais qu'il écoutera, qui a été l'instigateur de tout cela en partant d'une question toute simple, en apparence toute simple, qui était de savoir s'il y avait actuellement dans les stades, on est sur les playoffs de MLS, est-ce qu'il y a des banderoles qui aborde le sujet de cette élection. En gros, est-ce qu'il va y avoir des banderoles pro-Trump ou pro-Harris, ou les deux, ou voilà. Est-ce qu'il y a des banderoles dans les stades? Alors, on va rapidement répondre à cette question dans un instant. Vous allez voir pourquoi on va y répondre rapidement, parce qu'il y a des éléments qui expliquent que. Mais avant tout cela, mais on va aussi en profiter, nous, pour élargir un petit peu tout cela, un petit peu élargir la question et se poser la question de la politisation de la MLS. Est-ce que les tribunes de MLS, est-ce que les tribunes en MLS sont politisées? Et on va même aller aussi sur est-ce que la MLS, elle, est politisée? Et donc, je le disais, je remercie Wade pour ce sujet et on va commencer par essayer de répondre à cette question. La question pour répondre à cette question sur les banderoles, eh bien, on va commencer par un premier point, et gardez-le en tête pour tout ce qui va suivre derrière. Aux États-Unis, on considère que le football, le soccer, faut faire attention au reste parce qu'il y a la NFL avec le football US, on considère que le soccer est un sport principalement plus démocrate que républicain. Donc gardez cela en tête, mais il y a forcément des exceptions, hein. Voilà, et une des raisons, les raisons elles sont multiples, mais l'une des raisons pour expliquer que le football est un petit peu plus à tendance démocrate, c'est aussi parce que il est davantage pratiqué par certaines populations et notamment les latinos dont le vote est généralement un petit peu plus démocrate, même si depuis quelques années ça a tendance un petit peu à s'atténuer, et en tout cas le vote latino est un enjeu à chaque élection. Les latinos sont plutôt républicains dernièrement. Voilà, c'est en train de bouger, c'est un véritable enjeu d'ailleurs à chaque élection, et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous plonger là-dedans aussi, allez sur ce podcast de France Culture qui s'intéresse justement à l'enjeu, à l'importance du vote latino. Bref, on ferme cette parenthèse. Gardez en mémoire donc que le football est vu aux États-Unis comme un sport de démocrate. Ça n'exclut évidemment pas qu'il y a
des républicains dans ce domaine. On va en profiter pour embrasser le merveilleux Alexis Lalas, merveilleux entre gros guillemets. Donc voilà, et c'est d'ailleurs un élément important à garder en tête dans tout ce qui va suivre derrière et dans la relation que la MLS entretient avec la politique, parce que oui, la Ligue est extrêmement politique. Alors, on va commencer par répondre à la question, est-ce qu'il y a des banderoles en ce moment dans les stades, pendant les playoffs, pour prendre position, soit pour Kamala Harris, soit pour Donald Trump? La réponse, elle est simple, non, il n'y en a pas, et il n'y en a pas pour une raison aussi, il y a forcément une raison, ce n'est pas parce que les supporters ne sont pas impliqués, mais c'est parce que le règlement de la MLS l'interdit. Vous le voyez, c'est tout en bas, c'est écrit en anglais, donc je vais vous le traduire. Dans le code de conduite qui a été édité par la MLS, il y a des choses interdites pour les supporters, et notamment l'affichage de signes, de symboles ou d'images à des fins commerciales ou à des fins électorales de campagne ou de défense d'un candidat, d'un parti politique, d'une question législative ou d'une question gouvernementale. Il n'y en a donc pas parce que c'est tout simplement interdit. Et si des gens veulent y aller avec des banderoles, elles sont retirées du stade. C'est arrivé, j'en parlerai dans un instant, et ça arrive encore. Sachez que la Major League Soccer est la seule ligue professionnelle parmi les 5 principales aux États-Unis à disposer d'un tel code de conduite qui interdit expressément l'affichage politique, alors que les codes de conduite des supporters pour la NFL, pour la NHL, pour la NBA et pour la Major League Baseball portent plus sur du comportement, sur de la conduite, un langage abusif ou un comportement. Par exemple, la NBA interdit les messages obscènes ou indécents, mais c'est pas clairement indiqué message à des fins politiques. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les enceintes sportives, elles, ont aussi un règlement propre, et donc il peut arriver que des enceintes sportives interdisent des messages à caractère politique. Le MOBA Center, qui est par exemple le siège des Blazers de Portland, interdit tout signe commercial, politique ou obscène. Voilà. Et on va toucher à quelque chose d'un petit peu ambigu dans le comportement de la MLS et dans cette règle qui fait qu'elle est la seule à véritablement le dire clairement, pas de politique dans les stades, parce que vous allez voir que, on va en parler dans un instant, la MLS est extrêmement politique. Alors, cette règle, elle est arrivée parce qu'il y a forcément eu des éléments qui sont venus s'installer là-dessus. Ça avait commencé, alors ça depuis plusieurs années, mais je vais prendre quelques exemples. Il y avait eu des banderoles, par exemple en 2015, dans les tribunes de Toronto, en soutien aux migrants avec le fameux slogan Refugee Welcome, qui avait été exclu du stade. Cette banderole-là avait été affichée et puis les services de sécurité étaient intervenus pour la faire retirer du stade. Et puis il y a surtout des tribunes qui sont extrêmement politisées en MLS, et il y en a deux en particulier. Il y en a partout, mais il y en a deux qui se distinguent particulièrement. C'est Seattle et c'est Portland, avec les groupes de supporters Emerald City et Gorilla FC pour les Sounders, et la Timbers Army pour Portland. Il y a un autre groupe du côté de New York, qui est le plus important groupe des Red Bulls, qui s'appelle l'Empire Supporters Club, qui sont 3 groupes, c'est 3 exemples, je vous disais, il y en a d'autres, qui sont très impliqués dans tout ce qui est inclusion, justice sociale, impliqués dans des associations, mènent en place des systèmes, des campagnes caritatives, des actions caritatives localement. Donc ce sont véritablement très impliqués. Il y a des petits groupes de supporters de New York City, par exemple, qui en font de même. Même si les 2 grands groupes de supporters, les deux groupes supporters officiels, Third Rail et le New York City Supporters Club, eux ont une position résolument apolitique et même découragent les fans d'amener des messages, de véhiculer des messages politiques au sein de leur tribune. On va revenir sur le cas New York City dans un instant, parce que vous allez voir que la politique est venue les percuter, notamment aux alentours de 2019 et 2020, si vous vous rappelez ce qui s'est passé à ces périodes-là. On va en parler dans un instant. Et donc ça a fini par peser toutes ces histoires de politisation des tribunes, parce que, et ça a fini par se cristalliser autour d'un mouvement, entre guillemets, qui était très présent du côté de Seattle et du côté de Portland. C'est un symbole qui était très utilisé. Ce symbole, c'est celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez. Ces 3 flèches qui pointent vers le bas à gauche d'un carré, c'est ce qu'on appelle l'Iron Front, ou le front de fer, tout simplement. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je ne sais pas si ça s'applique au joueur Boca Palmeiras, pour répondre à ta question. Bref, je vois le message de Nostromo. Il y a des ligues comme la NFL qui est considérée comme très liée aux républicains et la NBA plus proche du Parti démocrate.
c'est pas aussi simple, hein, parce qu'en NFL, tu vas trouver des joueurs qui ont, pour le coup, et pour rebondir un petit peu, pour faire écho à ce que dit Boca Palmeiras, on n'a aucune déclaration officielle des joueurs de MLS, en tout cas pas de parti pris par certains joueurs. Par contre, on a des prises de position très très claires en NBA ou en NFL. Et en NFL, on sait très clairement qui sont les pro-Trump et qui sont les pro-Harris. On revient sur la MLS, donc c'est pas aussi simple que ça. Et au niveau de la ligue, on est sur un entre-deux et vous allez voir que pour le coup, la MLS, je vais en parler dans un instant, elle a clairement une couleur politique. Vous allez voir. Bref, cette histoire de l'Iron Front, alors pour ceux qui ne savent pas, l'Iron Front, c'est un mouvement de résistance au nazisme qui est né en Allemagne en 1931. Bon, il était aussi opposé au communisme, au monarchisme réactionnaire, mais à cette époque-là aussi et surtout au nazisme. Il a existé donc en Allemagne dans ces années 30 et il est devenu un symbole. Ce drapeau-là est devenu un symbole aujourd'hui. Il est le symbole de l'antifascisme. Et donc, il est extrêmement visible dans les tribunes. Il était extrêmement visible dans les tribunes à Seattle ou à Portland. Là, vous avez un exemple à Portland. Et donc, ça avait pesé un petit peu. Et quand la MLS interdit les signes politiques dans les stades, celui-ci en fait partie. Et donc, vous avez les associations, les groupes de supporters que je vous ai cités tout à l'heure, Emerald City et Gorilla FC pour les Sounders, la Timber Sami pour Portland, ont mené une campagne, mènent ces luttes-là. Alors, c'est des luttes antifa et des luttes anti-suprémacistes blancs aussi, donc vous voyez que ça va très loin. Il y avait eu des échauffourées, notamment à cette époque-là, et je le disais tout à l'heure, aux alentours de 2019-2020, il y a eu... alors je sais pas, j'arrive pas à trouver l'information de savoir s'ils sont encore présents. Vous avez peut-être entendu parler des Proud Boys. Vous avez forcément entendu parler des Proud Boys parce que certains d'entre eux... c'est un groupe, c'est une organisation néofasciste d'extrême droite qui justement promeut le suprémacisme blanc et plusieurs de ses membres avaient été arrêtés dans l'assaut du Capitole en 2021 et certains ont même été condamnés depuis. Bref, ils avaient, et c'est cet article-là qui vient du Guardian, je mettrai le lien, ils avaient infiltré les tribunes de New York City à une époque. Et je rappelle que les principaux groupes de supporters de New York City se veulent apolitiques. Donc ils s'étaient fait noyauter. Et il y avait eu des échauffourées aux abords du stade entre eux, des supporters des Sounders et ces fameux Proud Boys, ces manifestants d'extrême droite. Bref, ça avait posé pas mal de remous en MLS. Et la MLS avait donc décidé de légiférer, c'est cette règle que vous voyez, et donc ces symboles ont été interdits. Les groupes de supporters de Seattle et de Portland ont fait une lettre pour dire « laissez-nous arborer l'Iron Front », refus de la MLS. Du coup, il y a eu, et c'est des images que l'on avait vues à l'époque, lors d'un match entre Seattle et Portland, il y avait eu grève d'encouragement des deux groupes de supporters. Donc le match, c'est un derby, Portland-Seattle. Je vous ai mis les images très rapidement, je vais vous les remettre. Les deux groupes s'étaient tués pendant 33 minutes avant de sortir, vous voyez, les drapeaux, absolument partout. L'Iron Front est présent absolument partout dans les tribunes. Pourquoi la 33e minute? Parce que l'Iron Front a disparu en 1933, lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir. Bref, ça avait généré des mouvements, et vous voyez donc que les tribunes de MLS, jusqu'ici, et elles le sont encore, même si elles ne peuvent pas le montrer, sont extrêmement politisées, et vous commencez déjà aussi à voir de quel côté elles penchent. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, le football est vu comme un sport plutôt démocrate. Mais le choix fait par la MLS, c'est de dire, on peut pas faire du cas par cas, concrètement, et donc, on va interdire tout ce qui se situe en dehors de ce qu'on appelle, alors vous en avez peut-être aussi entendu parler, la fenêtre d'Overton. En gros, si vous ne connaissez pas le concept, c'est un concept qui définit le paramètre de ce qui peut être dit en société à un instant donné, ce qui est acceptable par la majorité en société. C'est d'ailleurs une fenêtre qui est mouvante d'une époque à l'autre. Voilà, on peut prendre par exemple l'exemple du mariage homosexuel qui n'était pas dans les normes, considéré comme normal dans les années 80 par exemple, mais qui aujourd'hui est dans cette fenêtre d'Overton. J'ai pas dit qu'il n'y a aucun problème là-dessus, mais la majorité, j'espère, l'admet. Mais c'est justement cette fenêtre sur laquelle notamment l'extrême droite s'amuse à beaucoup jouer parce qu'on peut y intégrer des choses extrêmement virulentes qui au bout d'un moment vont s'instiller dans les esprits et devenir acceptables pour le plus grand nombre. Ça ne veut pas dire qu'elles le sont forcément, mais bon, bref. Tout ça pour dire qu'elle a dit, la MLS, voilà, on ne peut pas légiférer au cas par cas, donc on interdit tout, comme ça on est peinard. Mais
c'est quand même assez particulier parce que la MLS se dit, ok, nous on est sur un sport qui est majoritairement démocrate, beaucoup de supporters sont des jeunes urbains, donc à tendance un petit peu plus démocrate, j'y reviendrai un petit peu sur la démographie là-dessus, mais la MLS c'est aussi une entreprise qui vend du spectacle, et elle dit, je peux pas non plus, je peux pas me priver de certains clients, et notamment les familles conservatrices qui vont au stade, hein, concrètement. Il n'y a pas écrit que tout supporter d'une équipe en MLS est forcément démocrate. Il a tout à fait le droit, et il n'y a pas de problème là-dessus, à être républicain, à être conservateur, ou même être le pire de tous, c'est-à-dire un suprémaciste. Mais donc la MLS dit, je ne peux pas exclure des supporters, je ne peux pas exclure des gens, et donc je ne peux pas laisser des choses qui peuvent offenser les autres. On est toujours dans ces espèces d'entre-deux, dans ces espèces de limites. Et donc, rien n'est toléré, que ça soit des pancartes antifa, des pancartes anti-politique migratoire, ou les Proud Boys, ou des choses comme ça. Bref, je le disais, on est entre deux eaux parce que, et vous le sentez un petit peu venir, la MLS, elle est quand même extrêmement politisée. Et il y a des éléments où, il y a des moments où elle a laissé couler. Je le disais, il est interdit de faire des déclarations politiques qui pourraient énerver des gens au point que ces gens-là ne puissent pas acheter, ne veuillent pas acheter de billets, mais il y a quand même des éléments très politiques qui sont faits lors de certaines rencontres de MLS. L'hymne national, des événements de commémoration et de remerciement aux militaires, ça en fait partie hein, pour certains, et pour d'autres, il va y avoir aussi, par exemple, des journées spéciales pour promouvoir, les mouvements LGBT avec la Pride. Notamment, on les voit fréquemment. Il y a des maillots qui sont spécialement édités aussi pour cela, soutenus par la MLS. Alors, il avait été un petit peu accusé là-dessus, Don Garber, le commissionneur là-dessus, et il avait dit, je suis désolé, mais afficher des drapeaux, des étendards des communautés LGBT n'est pas un message politique. Voilà, ça fera plaisir à tous ceux qui sont contre ça. On les embrasse, et notamment on embrasse le clan Trump. Donc vous voyez qu'il se met quand même véritablement là-dessus, mais il y a eu d'autres éléments. Il y a eu l'exemple d'Alejandro Bedoya qui, quelques temps après de nouvelles fusillades dans des universités, notamment du côté d'El Paso, avait marqué un but avec Philadelphie et avait pris le micro d'ambiance pour enjoindre, même plus que fortement, le Congrès à prendre une décision contre les armes, à voter contre les armes. Ça avait fait beaucoup de remous, et la MLS avait sorti ce communiqué, cette position-là, et vous voyez qu'on est vraiment dans l'entre-deux. Je vous le traduis si vous ne parlez pas anglais. La MLS avait dit « La famille Major League Soccer se joint à tous ceux qui pleurent la perte de vie humaine au Texas et en Ohio, et nous comprenons que nos joueurs et nos personnels, nos membres des staffs, aient des opinions fortes et passionnées sur la question. » Point. Aucune prise de position, mais une sorte de soutien caché. Je le disais, la MLS est politisée, la MLS est dans un sport de démocrate et joue à fond là-dessus parce qu'elle a clairement des prises de position démocrates et elle n'est pas la seule. Le football en général, on va prendre un exemple avec les fameux débats actuels entre Trump et Kamala Harris. Vous voyez cette news qui vient de NBC avec l'un des acronymes qui énerve le plus le clan Trump, c'est ce fameux DEI. DEI, c'est pour diversité, équité et inclusion. Donc voilà, des messages qui sont portés notamment par la MLS, mais aussi clairement affichés dans les statuts de la fédération. On est sur le site de la Fédération américaine de football et c'est écrit en gros: nous intégrons le DEI dans tout ce que nous faisons. Voilà, message très très clair, position très très claire à l'opposé de la politique voulue par Donald Trump et leader des Républicains, et donc position très démocrate pour le coup. La MLS, ouais, c'est exactement ce que dirait ça, c'est exactement ce qu'il dirait Boca Palmera, c'est ça. Voilà. Et la MLS, c'est la seule ligue à cibler directement les propos ou comportements racistes, homophobes, xénophobes et sexistes. C'est soutenu par les clubs. La MLS promeut une campagne qui s'appelle Soccer for All, qui est destinée à mettre en valeur les efforts collectifs pour favoriser les communautés les plus inclusives. On est dans des mécanismes d'inclusion. Voilà, on est vraiment
contre ces politiques, les politiques vantées par Donald Trump et sa bande, et soutient tous ces éléments-là, tous ces éléments, notamment, souvenez-vous du fameux mouvement Black Lives Matter qui avait agité les États-Unis il y a quelques années. À cette occasion-là, en réaction, alors il y avait eu des réactions du côté des joueurs de NBA, il y avait eu des réactions sur certains joueurs de NFL, mais du côté de la MLS, on est allé plus loin puisque les joueurs ont créé un syndicat qui s'appelle Black Player Coalition of MLS, qui vise à lutter contre le racisme, qui contient d'ailleurs dans son directoire plusieurs joueurs évoluant en MLS. Vous voyez par exemple Drake Callender, le gardien de l'Inter Miami. Et ce mouvement est soutenu dans tous les sens du terme par la Ligue, par la MLS. On est donc sur des prises de position politiques très très claires et qui s'opposent très clairement, et parfois, vous le voyez avec la Fédé, ouvertement au discours de Trump. Donc, on reste dans cette vision globale de football, qui est le sport des démocrates aux États-Unis. Lors de certains matchs du NFL, il y a un hommage aux militaires appelé Salut to Service. Il y a cet événement-là aussi dans des matchs de MLS, Nostromo. C'est pour ça que, tu vois, ils ratissent large, mais il y a aussi beaucoup là-dessus. Et donc, vous voyez, on le disait, le sport, le football et ses ligues et sa fédération ont quand même des sensibilités, dirons-nous, beaucoup plus démocrates que républicaines, sont plus sur des valeurs d'inclusion, de communauté qu'il faut et de mixité, qui ne sont pas forcément les valeurs de Donald Trump. Et donc la grande question que l'on pourrait se poser maintenant, l'une des dernières questions qu'on pourrait se poser par rapport à tout cela, parce que vous avez compris, donc les tribunes sont politisées, ne peuvent pas le montrer parce que c'est interdit. Elle le montre en dehors, elle le montre sur des actions. La MLS dit pas de message politique, mais elle est quand même très politique dans ses décisions, dans ce qu'elle soutient et tout, et elle a très clairement choisi son camp. Donc on prend pas parti, mais on voit vers quel camp elle penche. Et on pourrait se poser une question, qui est la question suivante. On est parti du est-ce qu'il y a des banderoles? Non. Est-ce que la Ligue est politisée? Oui. Dans quel sens? Démocrate. Et donc, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça peut influer sur les prochaines élections? C'est pas un peu hypocrite, ça reste une entreprise. Normalement, les institutions ne prennent pas de position. J'entends ce que tu veux dire par un peu hypocrite, mais bon, personne n'est dupe. Et la question suivante, c'est donc de savoir, ben justement, est-ce que ça, qui ne trompe quasiment personne, est-ce que ça peut avoir un impact sur les élections? Est-ce que ça peut influer le vote? Est-ce que dans des villes où il y a une franchise MLS, on va avoir un effet sur les élections qui vont suivre? Alors, il y a un papier à ce sujet. Alors là, je vais vous emmener vers une étude scientifique, les amis, je sais, c'est comme ça, on est comme ça, de Johan Revillac, qui a été publié en 2023. Je vous mettrai le lien. Vous pourrez, si vous lisez l'anglais, aller le lire. Et Johan Revillac a posé clairement la question, cette question-là, et il l'a posée d'une autre manière, sachant que donc le football est plutôt à gauche aux États-Unis. La question, c'est est-ce que le foot peut te faire devenir démocrate? Et donc, en gros, est-ce que le football peut servir une cause politique de manière générale? Alors, il indique par exemple que plusieurs études préalables ont montré que le football est plus populaire dans les États bleus, donc les États démocrates, que dans les États rouges, les États républicains. Il explique par exemple on nous explique par exemple que la Coupe du Monde 2014 a été effectuée principalement dans des pays, dans des États plutôt démocrates, mais surtout, ce qu'il essaye de voir, c'est justement s'il y a un effet. Est-ce que le fait d'avoir une franchise MLS suffit à faire basculer cet État du côté démocrate? Et en fait, ce qu'il sort de son étude, je vous la résume très vite, on ne va pas l'analyser dans l'ensemble, c'est que pour qu'il y ait un effet, il faut que l'État ait accueilli une compétition internationale majeure, comprenez une Coupe du Monde, masculine ou féminine. La MLS en tant que telle, avoir une équipe de MLS en tant que telle, ne change pas la politique de l'État, ne fait pas basculer un État. Si vous êtes sur un État républicain et que vous installez une franchise MLS, il y a peu de chances de le faire basculer, normalement. Voilà, c'est en tout cas dans ses chiffres à lui, ces données qu'il prend, tout simplement, il regarde l'arrivée d'une franchise. Il a regardé depuis 1994, ensuite à l'arrivée de la MLS, et il regarde l'effet sur les élections suivantes à chaque fois avec des franchises. Et donc, dans son sujet, dans cette étude, il montre que le seul impact possible, c'est
la présence, l'organisation, la tenue, l'arrivée d'une Coupe du Monde, et donc, entre guillemets, que le monde vienne vous voir. Démocratique, Red, c'est démocrate. C'est du parti démocrate. C'est pas est-ce que tu seras plus démocratique. C'est démocrate. C'est est-ce que ça peut te transformer en démocrate. C'est pour ça qu'il y a un D majuscule, d'ailleurs. Le problème, c'est qu'en ce moment, on entend que tellement de choses peuvent faire basculer cette élection que certains peuvent se sentir perdus. Ouais, exactement. Personne ne sait vraiment. C'est un thème complexe. Après les résultats, on va t'expliquer a posteriori que tel ou tel truc c'est à jouer. Non, je dis pas que le football a influé, a fait basculer un vote. On dit juste que on s'aperçoit, il y a une corrélation. C'est le principe des études statistiques et des études scientifiques. On s'aperçoit qu'on peut faire une corrélation entre l'organisation d'un événement international majeur et l'élection suivante, une poussée des démocrates. Alors, on va pas se mentir, hein, ça fait pas renverser des États, mais il y a plus de votes en faveur des démocrates. Ça peut pas forcément renverser un État. Quoique, on ne sait jamais parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu qui peut être intéressant, ce sont ces fameux swing states. Et c'est là aussi que la prochaine Coupe du Monde est intéressante. Euh, et c'est là aussi que la prochaine Coupe du Monde est intéressante parce que certaines villes hôtes de la prochaine Coupe du Monde sont dans des États républicains et certaines sont dans ces fameux swing states, notamment la Géorgie. Et vous savez qui est en Géorgie? Atlanta United. Et Atlanta, c'est intéressant parce qu'il y a eu un article. Oui, l'étude, c'est aux USA sur le contexte US, Boca Palmeiras, bien sûr. Oui, c'est absolument pas une étude mondiale. C'est une étude républicain ou démocrate, influence de la MLS et de la coupe et d'un événement international majeur sur le sol américain dans des États sur l'élection américaine suivante. Il va pas pouvoir le faire partout dans le monde parce que ça va être compliqué pour certains. Ça va être compliqué d'aligner les gauches, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Bref, tout ça pour dire que Atlanta, c'est un sujet qui est intéressant et ça va être le dernier sujet par rapport à ce dossier sur la politisation, sur le côté politique, le côté politique de la chose. Atlanta est la capitale de la Géorgie. Atlanta est la capitale d'un swing state, ces fameux États clés où tout se joue, soi-disant, comme le dit Nostromo. Il y a des endroits où ça se joue à rien. Et donc, Atlanta va accueillir la prochaine Coupe du Monde. Et il y avait un article qui avait été publié en 2019 par Sport Illustrated qui s'intéressait à deux franchises d'Atlanta. Atlanta United, les Five Stripes, donc en football, et les Braves, la franchise de Major League Baseball. À ce moment-là, les deux sont qualifiés pour les playoffs. Et ils se sont intéressés dans Sports Illustrated à la démographie des deux équipes, concrètement. Ce que vous voyez sur cette carte, en rouge, c'est le public qui se rend voir les matchs des Braves. C'est basé sur forcément les données de billetterie des Braves. Les Braves jouaient avant dans un stade qui s'appelle Turner Field, qui est au centre de l'écran et qui est en plein centre-ville. En 2017, ils ont déménagé pour s'installer dans ce qui s'appelle aujourd'hui le SunTrust Park. Non, aujourd'hui c'est le Truist Park, mais à l'époque c'était le SunTrust Park qui est, vous le voyez, c'est le point bleu avec New Stadium à côté, un peu plus au nord, au cœur du pays des Braves, comme le disait alors son propriétaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est parti s'installer en banlieue et il y avait une étude qui avait montré un livre qui s'appelle White Flight Atlanta and the Making of Modern Conservatism, qui est cité dans cet article et qui montre l'évolution de la démographie d'Atlanta et qui montre notamment que les populations blanches ont fui le centre-ville pour s'installer en banlieue et il y a une corrélation directe entre ce que l'on peut être le cœur des Braves et les populations majoritairement blanche. Je ne suis pas en train de dire que la franchise de MLB a déménagé pour s'installer dans un monde blanc, façon de parler, mais ce déménagement a eu de véritables conséquences sur les populations, les minorités, enfin entre guillemets les minorités, les populations noires ou latino, qui allaient voir des matchs de baseball et qui elles sont majoritairement maintenant en centre-ville. Et au même moment, donc au moment où les Braves déménagent, il y a une petite flèche verte qui apparaît. La petite flèche verte qui apparaît, c'est la position du Mercedes-Benz Stadium, le stade d'Atlanta United, qui s'est donc posé en plein milieu du centre, en plein centre-ville, et donc qui est venu attirer aussi avec son modèle plus inclusif, plus attraction des diverses communautés, voilà, qui est venu attirer ces communautés-là. Et c'est donc dans ce contexte qu'ils sont arrivés. Et quand, autour de ce stade-là, quand les gens vont au stade à Atlanta, autour de ce stade-là, ils vont être baignés par ce mélange. Ils vont entendre du rap, de la musique latino. Ils vont avoir vraiment toutes les
toutes les, comment dirais-je, toutes les facettes du patchwork qu'est la société diverse et multiple et riche d'Atlanta. Et donc, le football s'est installé au cœur de la ville pour continuer de jouer ce rôle absolument social, continuer à intégrer toutes les communautés, et donc ce rôle un petit peu plus démocrate, pas démocratique, démocrate, plus à tendance démocrate. Donc vous voyez qu'on est toujours là-dedans. Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que quand Atlanta United est annoncé, le commissionnaire Don Garber explique que cette franchise va être le symbole d'une nouvelle Amérique qui s'épanouit grâce à la diversité ethnique. Et vous voyez que très clairement, il y a encore un discours extrêmement politique et on sait à qui il s'oppose vertement. Très clairement, le message est même pas caché. Et là où c'est intéressant sur la notion de Nouvelle Amérique, c'est que une enquête menée en 2022 montre que plus de 54% des personnes interrogées qui se sont déclarées fans de football ont moins de 45 ans. Il n'y a que 50% pour la NBA, 51% pour la NBA, qui est pas trop mal. C'est moins de la moitié pour la NFL et c'est que 43% pour la MLB, ce qui veut dire qu'ils sont plus jeunes et surtout dans les fans de football. 40% sont issus des communautés noires ou on va dire des gens de couleur. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut faire des recensements ethniques. Donc on a ces données-là. Et 30% sont des latinos. Deux communautés qui sont les cibles principales des candidats aux élections. Deux communautés qui sont les cibles très claires de la MLS avec son message extrêmement démocrate, enfin à tendance plus démocrate. Et donc vous voyez que si il n'est pas possible aujourd'hui de s'exprimer dans les stades, de montrer son soutien, la Ligue, en revanche, par ses actions, par ses déclarations et donc par ses actes, a clairement pris position dans le débat entre Trump et Kamala Harris. On arrive au bout de cette lucarne américaine. Vous voyez, elle était plus joyeuse que la semaine dernière, même si elle abordait des sujets très, très sérieux. Chacun va faire son lobbying, exactement. Chacun va faire son lobbying pour le Golasso Hello. Justement, je vais en profiter pour vous dire, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux si vous ne le faites déjà pas. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les plateformes sur lesquelles on est en direct, que ça soit sur Twitch, sur Kick ou parfois sur YouTube. Ça, c'est surtout pour les lives MLS, Libertadores, éliminatoires, etc., etc. Les live matchs, on va dire, où l'on est en direct sur YouTube. Et puis, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire. Alors, certainement pas en monétisant sur YouTube, puisque je rappelle qu'on n'a toujours pas le droit, puisqu'on est une IA, enfin, on vole du contenu. Bref, vous pouvez le faire soit en vous procurant les mags. Je vous montre le dernier, par exemple. Celui-là, il commence à dater. C'est le tout dernier. Je ne sais même pas s'il en reste en format papier. Voilà, le mag, tout simplement. Il reste des exemplaires. Tout est dispo sur le site. Ou sinon, il y a les livres de la maison d'édition Lucarno Posé. Et notamment ce dernier-là qui parle de football olympique. Il y en a 6. Je vous laisse aller voir. Ça vous permet aussi de vous faire un cadeau et de nous soutenir. Et vous vous faites un cadeau. On est à 1 mois et demi de Noël. Pourquoi pas? On se donne rendez-vous vendredi midi et demi pour Dans la Lucarne, le nouvel épisode qui vous donne le menu foot du week-end sur Lucarne Opposé, sur la planète Hello. Il ne devrait pas y avoir de live en semaine parce que je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de fou en semaine. Il y aura forcément un live sur la suite des playoffs MLS. Et alors, j'ai plus les dates en tête, mais il me semble que c'est samedi soir. Est-ce que je prends 2 minutes pour regarder rapidement? C'est des choses qu'il faudrait faire. Ouais, c'est ce week-end, c'est sûr, c'est ce week-end. Cincinnati, New York City à 22h, suivi de Orlando, Charlotte à minuit et de Miami, Atlanta à 2h. Donc samedi soir, on se retrouvera. Est-ce qu'on prendra le premier match en cours ou dès le départ? La question reste à voir. En tout cas, suivez sur les réseaux sociaux et je communiquerai là-dessus. Merci donc à tous ceux qui étaient présents sur le chat, toujours un plaisir de vous retrouver. Merci à tous ceux qui écoutent les replays, qui voient les replays sur YouTube ou qui écoutent les versions audio sur les plateformes de podcast. Bonne nuit à tous, bonne suite de semaine à tous et à très vite.